Alors tout de suite, si vous le voulez bien, voyons le problème de la répartition des revenus dans l'activité économique. Je vous rappelle que la répartition est un des trois temps de la valse économique, ces trois temps étant produire, répartir, dépenser. Je produis des biens et des services, c'est donc une richesse qui est créée, cette richesse créée va être distribuée sous forme de revenus, c'est donc notre temps de la répartition. Revenus qui vont être distribués, partagés entre tous les contributeurs de la production. Et enfin, bien évidemment, ces revenus vont nous servir à dépenser. Dépenser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour nous, ménages et particuliers, consommer pour l'essentiel, ce qui veut dire aussi que nous avons la possibilité d'épargner, mais ça peut vouloir dire aussi investir, et notamment pour d'autres agents comme les entreprises. Donc, temps central de la valse économique, produire, répartir, dépenser. Répartir se situe donc entre les deux autres temps. Alors, la valeur ajoutée est produite puis répartie. Au niveau de la nation, on peut dire que c'est le PIB qui va se répartir entre les différents agents économiques. Puisqu'on le sait, le PIB, le produit intérieur brut, est égal à la somme des valeurs ajoutées produites par les unités résidentes, généralement sur une période d'une année. Donc, au niveau microéconomique, il y a un partage de la valeur ajoutée entre les contributeurs, les agents contributeurs à la production de richesse, et au niveau macroéconomique, on va avoir un partage de la valeur ajoutée, donc un partage du PIB entre l'ensemble des agents économiques. Alors, c'est donc la valeur ajoutée, finalement, puisque le temps de production, je vous rappelle, c'est mesuré par la valeur ajoutée, que la production globale d'une nation, ça s'appelle le produit intérieur brut, et que ce produit intérieur brut se définit comme la somme des valeurs ajoutées. Donc, on produit de la valeur ajoutée. Et donc, qu'est-ce qu'on va répartir? C'est cette répartition on va répartir cette valeur ajoutée sous forme de revenus. Alors, il y a une répartition qui va se faire, évidemment, pour avoir droit au gâteau de la valeur ajoutée, il va falloir avoir participé à l'acte de production d'une manière ou d'une autre. Donc, ce sont les apporteurs de facteurs de production qui vont, pour l'essentiel, être rémunérés. On sait que les deux principaux facteurs de production, c'est le capital, sous forme technique, mais qui suppose au départ une forme monétaire. Donc c'est le capital et c'est le travail. Donc, qui va être rémunéré en priorité sur la valeur ajoutée produite dans une nation? Ce sont les salariés et les propriétaires des entreprises ou les propriétaires du capital au sens large. Alors, on parle de répartition primaire des revenus. Alors, la répartition primaire des revenus, c'est précisément celle qui découle de l'activité économique. Alors, mais si on parle de répartition primaire, c'est qu'il doit y avoir, en contrepartie, une répartition que l'on peut qualifier de secondaire, et qui veut dire que certains revenus vont être prélevés sous forme d'impôts et de taxes aux agents économiques. Une partie des revenus va être prélevée sous forme d'impôts, de taxes, de cotisations, et va être redistribuée à d'autres agents économiques pour des raisons sociales notamment, ou pour des raisons liées par exemple à l'âge, puisqu'on peut considérer que la retraite c'est un revenu secondaire et que c'est financé donc par les contributions des actifs du moment. Donc il faut bien distinguer ces deux parties de la répartition, une répartition primaire directement liée à l'activité, et puis une répartition que l'on peut qualifier de secondaire, qui va consister à prélever des impôts sur la première répartition pour leur redistribuer cette richesse de manière différente à d'autres usagers. Vous noterez qu'il ne peut y avoir de répartition dite secondaire que s'il y a une répartition primaire. Autrement dit, les revenus de transfert versés par l'État vont dépendre évidemment et essentiellement de l'importance des revenus qui ont été créés et distribués au titre de la répartition primaire. Alors, le partage de la valeur ajoutée des entreprises, comment ça se passe? On peut réduire, une fois qu'on a retiré les impôts, une fois qu'on a retiré les amortissements et les bénéfices non distribués, il nous reste la très grosse masse de la valeur ajoutée. Et cette très grosse masse de la valeur ajoutée, elle va se
répartir entre deux parties qui sont le travail et le capital. Et donc on peut suivre l'évolution, il est intéressant de suivre l'évolution de la répartition de la valeur ajoutée entre le travail et le capital, c'est-à-dire entre salaire et profit, et c'est ce que je vous propose. Donc la valeur ajoutée, quand elle va au travail, quand elle est versée aux travailleurs, eh bien, toute la partie qui revient aux travailleurs, directement ou indirectement, c'est ce qu'on appelle la masse salariale. La masse salariale, c'est l'ensemble des salaires, si vous voulez, des salaires, des rémunérations, des primes, etc., plus les cotisations sociales salariales, plus les cotisations sociales patronales. Donc une fois qu'on a tout ça, si vous voulez, qu'on additionne tout ça et qu'on divise par le nombre de salariés, ben, on aura précisément ce qu'on appelle le coût du travail. Hein, donc c'est beaucoup plus que les salaires, puisque je vous rappelle qu'en France, quand même, hein, le taux de cotisation sociale est extrêmement élevé. Et de l'autre côté, une fois qu'on a retiré la masse salariale de la valeur ajoutée, eh bien, on tombe, alors évidemment, ce n'est pas un cours de comptabilité, hein, donc j'ai oublié quelques petites subtilités en cours de route, mais on arrive, en procédant par grande masse, à l'excédent brut d'exploitation. Et il faut voir comment cet excédent brut d'exploitation va être distribué. Donc, la répartition de l'EBE, qui veut dire excédent brut d'exploitation. Alors, l'excédent brut d'exploitation, en fait, il a trois grandes utilisations possibles. D'abord, il va rémunérer les capitaux. Alors, essentiellement, les capitaux apportés par les actionnaires ou par les associés, en fonction de la forme juridique de l'entreprise, mais aussi, attention, les capitaux apportés par les banques. Donc, les dettes financières. Pourquoi ? Eh bien, parce que le banquier se rémunère, lui, avec des intérêts, hein, et que les intérêts, eh bien, c'est une partie du revenu du capital. Donc, première partie qui vient rémunérer le capital apporté et les apporteurs de capitaux. Deuxième partie, eh bien, c'est la rémunération des entrepreneurs individuels, où il y a à la fois rémunération du capital apporté et rémunération du travail effectué. Hein, un artisan, la facture que vous fait payer un artisan, eh bien, dedans, il y a l'amortissement de son matériel, il y a ses heures de travail et il y a son bénéfice. Hein, donc, vous comprenez bien que l'artisan, il a effectivement ce revenu mixte qui rémunère son travail et son apport en capital. Et puis, comme je le signalais tout à l'heure, il y a une troisième partie, eh bien, il y a les amortissements et les bénéfices non distribués qui sont là pour financer les investissements. Donc voilà comment peut se répartir l'excédent brut d'exploitation. Alors, vous avez bien compris que ça dépend de la situation. C'est-à-dire que si c'est l'excédent brut d'une société, il n'y a pas de rémunération d'entrepreneur individuel. Au contraire, si cet excédent brut d'exploitation, c'est celui d'un entrepreneur individuel, il n'y a pas de rémunération des capitaux. Hein. Ce sont les trois utilisations possibles dans l'absolu de l'excédent brut d'exploitation. Cette répartition primaire des revenus, eh bien, c'est donc toute la valeur ajoutée qui va être distribuée sous forme de revenus, avec quand même quelques exceptions. Première exception, les impôts sur la production. Effectivement, on ne peut pas répartir ce que l'on va payer déjà sous forme d'impôt à l'État, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée. Hein, donc c'est facile à se rappeler. Une partie de la valeur ajoutée est détournée, ne va pas être répartie entre ceux qui l'ont produite. Elle va être versée à l'État, c'est donc la taxe sur la valeur ajoutée. Et puis, il y a aussi des cotisations sociales qui portent sur le travail. Hein, et ces cotisations sociales, eh bien, elles vont être versées, si vous voulez, par les salariés d'une part et par les employeurs d'autre part. Donc ça, c'est aussi une partie de la valeur ajoutée qui va être, entre guillemets, confisquée, qui ne va pas être distribuée directement aux salariés et aux contributeurs de la valeur ajoutée. Une autre partie va rester aussi dans l'entreprise et ne va pas être distribuée. C'est ce que l'on appelle donc l'amortissement. Je vous rappelle que la procédure d'amortissement que vous avez vue lors du programme de comptabilité, eh bien que l'amortissement, c'est en quelque sorte la récupération de la valeur utilisée du capital technique afin de pouvoir le remplacer dès lors
il a été pleinement utilisé. Donc cet amortissement, on le récupère, et donc ces sommes correspondant à l'amortissement ne sont pas versées aux contributeurs de la valeur ajoutée. Et puis, il y a des bénéfices. Alors les bénéfices, ils appartiennent normalement aux propriétaires de l'entreprise, bien évidemment, donc aux actionnaires ou aux associés, en fonction du statut juridique de l'entreprise, mais ils peuvent être conservés sur décision des actionnaires et des associés dans l'entreprise. À quelle fin? Eh bien, à la fin d'investir, évidemment, et donc, j'allais dire, de nourrir la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Enfin, il faut tenir compte des revenus perçus de l'étranger et versés à l'étranger, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes en relation avec le reste du monde et que donc nos entreprises sont amenées à verser des revenus au reste du monde parce que le reste du monde a contribué à la production de la valeur ajoutée de ces entreprises. Et de la même manière, le reste du monde va nous verser quelques revenus qui correspondent aux prestations que l'on aura rendues aux entreprises du reste du monde pour produire de la valeur ajoutée qui, bien évidemment, sortira du PIB national et fera partie du PIB de la nation des entreprises concernées. Donc on le voit, l'essentiel de la valeur ajoutée, la très grande majorité de la valeur ajoutée, va être redistribuée sous forme de revenus, mais il y a quelques exceptions que je viens de vous décrire. Alors, voyons maintenant la composition du revenu primaire et de la redistribution. Alors, d'abord et essentiellement, et pourquoi je commence par là? Parce que c'est le revenu principal de nos contemporains, il y a les revenus du travail, premier facteur de production. Et puis ensuite, il y a les revenus de ce qu'on appelle la propriété. On peut les appeler aussi les revenus du capital, ou on peut encore les appeler revenus du patrimoine. Ces trois expressions sont très largement synonymes et vous pouvez les employer l'une pour l'autre. Alors, la propriété, évidemment, on pense immédiatement à la propriété du capital des entreprises, par exemple les actionnaires ou les associés, mais il faut voir beaucoup plus large que ça. La propriété, ça peut être la propriété intellectuelle. C'est-à-dire celui qui possède un brevet va toucher un revenu dès lors qu'il confie ce brevet à une organisation extérieure. Ça peut être aussi, au titre de la propriété intellectuelle, les revenus des marques, de l'utilisation des marques, les droits d'auteur, tout ça, ce sont des revenus de la propriété. Et puis, il y a les revenus qui sont de la propriété, qui sont perçus par un certain nombre de ménages, qui sont les revenus de la propriété immobilière, et au premier titre desquels les loyers. Les loyers sont une importante composante des revenus de la propriété. Donc, distinction très importante entre revenus du travail et revenus de la propriété. Troisième catégorie, ce sont les revenus mixtes. Alors, les revenus mixtes, comme leur nom semble l'indiquer, c'est la somme en fait de revenus du capital et de revenus du travail. Dans le revenu mixte, il y a la rémunération du travail et la rémunération du capital. Qui perçoit à la fois une rémunération du travail et du capital? Eh bien, ce sont les travailleurs indépendants. C'est-à-dire les ménages, je vous rappelle, qui sont considérés comme des ménages, entrepreneurs individuels. Donc les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales. Et puis, il y a la redistribution des revenus. Alors, cette redistribution des revenus, elle consiste à verser à des ayants droit. Généralement, c'est qui les ayants droit? Ce sont des gens qui n'ont pas les ressources monétaires suffisantes. C'est généralement la première condition. Eh bien, donc, on va verser ces revenus de transfert à ces personnes. Alors, à double titre, ce qui veut dire qu'il y a deux grands types de redistribution. Il y a la redistribution au titre de l'assurance, c'est-à-dire que ce sont les individus qui ont cotisé pour couvrir un risque, et si ce risque survient, ils vont être indemnisés. Exemple, les allocations chômage. Exemple, la retraite. Exemple, la couverture maladie, qui sont la contrepartie de cotisation. Alors quand je dis la contrepartie, ce n'est pas parce que vous avez cotisé 100 qu'on va vous rembourser 100. Vous cotisez, la cotisation elle est
à périmètre défini, et le revenu et la prestation, elle sera en fonction du besoin. Hein, donc il n'y a pas de rapport entre ce que vous pouvez toucher, et en tous les cas sur la maladie, et ce que vous avez cotisé. Donc ça, c'est au titre de l'assurance. Ça fonctionne comme une assurance. Et puis, il y a la deuxième partie de ces revenus de transfert qui sont versés au titre de l'assistance. Là, on va assister des individus qu'on estime en péril économique, hein, parce qu'ayant des ressources très insuffisantes. À ce titre, on peut mentionner le revenu minimum d'insertion, hein, jusqu'à très récemment, et depuis le RSA, qui est venu remplacer le revenu minimum d'insertion. Et donc là, c'est sans condition de ressources, c'est précisément parce que les gens n'ont pas de ressources qu'on peut leur verser cela. Hein, donc, retenez bien cette double classification des revenus de transfert. D'un côté, ceux qui sont liés à l'assurance, et de ceux qui sont liés à l'assistance. Alors, comment sont-ils financés, ces revenus? Puisque s'ils sont versés à quelqu'un, eh bien, nécessairement, ils sont financés. Deux moyens principaux, les prélèvements fiscaux, les impôts, et les prélèvements sociaux, à savoir les cotisations sociales. Et ces prélèvements portent sur l'ensemble des revenus.